C'est la seconde partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et je vous les représente rapidement. Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, François Clémenceau, rédacteur en chef au Journal du Dimanche, Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, auteur d'un blog Liberté d'expression, Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express. François Hollande a présenté cette semaine son plan de lutte contre le chômage qui prévoit notamment la formation de 500 000 chômeurs. Il faut dire qu'il y a urgence pour le chef de l'État qui avait conditionné, vous le savez, sa candidature à la présidentielle à une baisse du chômage. On écoute tout de suite François Hollande, c'était mardi, lors de ses vœux aux forces économiques. J'ai donc annoncé un programme de formation pour 500 000 demandeurs d'emploi, soit un doublement par rapport à 2015. Il ne s'agit pas d'une mesure conjoncturelle ou d'un artifice statistique. Les mesures que je viens de présenter représentent un effort budgétaire significatif, plus de 2 milliards d'euros. Ces 2 milliards d'euros seront financés sans prélèvement supplémentaire d'aucune sorte. En d'autres termes, seront financés par des économies. Yvan Rioufol, vous y croyez à ce plan de la dernière chance? Qui peut y croire? C'est d'une habileté balourde, tellement c'est lourd, tellement c'est cousu de fil blanc, tellement il y a de grosses ficelles là-dessous. Tout le monde a bien compris, que ça a été rappelé, que la promesse de François Hollande de se représenter était conditionnée au fait que le chômage baisserait. On apprend aujourd'hui, et on le savait déjà, que le chômage n'a pas baissé naturellement, et qu'il ne baissera pas sans des mesures artificielles. Et donc il propose des mesures artificielles. Et non seulement il les propose avec une sorte de manière de tricher, mais en plus il les propose en puisant encore davantage, ça va coûter 2 milliards d'euros, en puisant davantage dans des caisses qui sont vides. Et donc il y a là une sorte de petit scandale, en tout cas une sorte d'abus de confiance qui va, a priori, qui va ne tromper personne, enfin sauf ceux qui veulent bien se laisser abuser. Mais je trouve cela assez fort de café, en effet, de voir qu'à quel point ce président a loupé toutes ses promesses et aujourd'hui s'engage sur un terrain qui me semblait être de la vieille politique. C'est toutes ces promesses de électoralistes dont il se dédie naturellement. Il pense qu'on peut naturellement le croire, mais enfin on n'est pas obligé non plus, montre à quel point sa politique économique, sa vision qu'il avait de l'économie, les méthodes qu'il a employées pour soi-disant relancer la croissance qui n'est pas venue non plus, autre promesse non tenue, et pour faire baisser le chômage, toutes ces politiques-là s'effondrent devant nos yeux. Et donc, nous sommes devant quelqu'un qui nous promet qu'il va sortir un lapin du chapeau, mais aucun lapin sortira du chapeau. Aucun lapin ne sortira du chapeau, François Clémenceau? Non, mais c'est toujours évidemment facile de taper sur ce genre de plan dont on sait bien que, par définition, ils sont, par rapport à la gravité de la situation, insuffisants. Donc c'est très clair. En même temps, si on se replonge 3 ans en arrière, on savait dès le départ, au moment du fameux pacte de responsabilité, que c'était pas assez et déjà un peu tard. Donc tout ce qui peut se rajouter par la suite, effectivement, ne peut pas rattraper cette erreur de départ où il aurait fallu quasiment, dès l'été 2012, décréter à ce moment-là le fameux état d'urgence sur le chômage. Pourquoi avoir attendu pratiquement 3 ans pour pouvoir le faire? Mais en même temps, là où François Hollande n'est pas magicien, c'est qu'il ne peut pas non plus aller au-delà de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de majorité. Donc on pourra dire tout ce qu'on veut, on pourra supplier, tant qu'il n'y a pas au Parlement une majorité pour voter un certain nombre de lois ou approuver un certain nombre de mesures, ça ne marchera pas. Il n'y a pas. Or, le président est coincé. Ils finissent toujours par voter. C'est-à-dire que ça, certainement, mais à sa gauche de sa gauche, mais vous voyez bien comment ça s'est passé sur les lois Macron. Il a fallu rabaisser effectivement le niveau d'ambition parce qu'il faut aboutir à cette fameuse synthèse où on ne peut pas se permettre de briser trop de tabous et donc on fait parfaitement des choses moyennes. Le problème, c'est qu'elles sont à la fois moyenne, précisément, c'est-à-dire médiocre, et toujours trop tard par rapport à ce qu'on aurait pu faire avant. Et donc, c'est ça le problème. Les frondeurs, Madame Aubry, tous ces gens qui ont passé leur temps à dire c'était mieux avant, et on ne peut pas aller au-delà parce que ça n'est pas la gauche, ça n'est pas au niveau de ce que nous pensons, eh bien, ces gens se trompent, et au final, c'est l'ensemble de la majorité de François Hollande qui se perd dans cette histoire-là, et ça risque effectivement de lui coûter extrêmement cher. Ce que vous dites finalement, c'est que cette gauche-là, cette gauche aubriste et autres, c'est une vieille gauche qui n'est plus du tout adaptée aujourd'hui au monde dans lequel on vit? Exactement.
Et je crois qu'il y a là, non pas seulement de la naïveté, mais une très grave responsabilité de ne pas comprendre que lorsqu'il y a effectivement un temps d'urgence, il faut prendre des mesures urgence. On a évoqué à un moment même la possibilité de pouvoir légiférer sur ces histoires par ordonnance, non plus seulement par le 49.3, parce que lorsque la maison brûle, il faut absolument mettre le paquet. Or là, ce n'est pas des mesurettes, c'est juste que ce sont des mesures insuffisantes et tardives. Le problème n'était pas un problème de majorité, ça a aggravé le cas, c'était un problème de programme, c'est-à-dire qu'il n'avait pas, le Parti socialiste n'avait pas la matrice, il ne l'a toujours pas d'ailleurs, pour répondre à ces nouvelles contingences économiques qui l'obligent aujourd'hui à appliquer des mesures libérales. Alors on sait très bien aujourd'hui que le libéralisme, enfin maintenant Macron commence à prononcer ce mot-là, mais ce mot arrive trop tard et donc nous avons perdu 4 ans, mais on le savait dès le départ. Et donc de recourir à des emplois fictifs, c'est une manière de tricher pour essayer d'aboutir à un objectif qui était inatteignable dès les premiers temps. Et de la tricherie ? J'ai un scoop, on a retrouvé le lapin. C'est le lapin que François Hollande a posé à ses électeurs et aux Français en général. À partir du moment où on a inversé les facteurs de l'équation, on a dit en gros, pour légitimer ma candidature à la prochaine échéance présidentielle, il faut pouvoir dire qu'on a inversé la courbe du chômage. Donc la question n'est plus de savoir comment on va créer de l'emploi, mais comment on va pouvoir présenter le bilan en la matière comme compatible avec le piège, le traquenard que François Hollande, d'ailleurs, a créé lui-même. Là, il y a, je trouve, une forme de cynisme qui est assez désolant. Alors, par ailleurs, on connaît la vieille formule de Mitterrand, on a tout essayé, ce qui était quand même une reddition en race campagne. On n'a jamais tout essayé. Et on sait très bien que tant qu'il n'y a pas de la croissance au sens véritable du terme, il n'y a que des rustines. Mais même dans les rustines, je vais prêcher pour ma paroisse, charité bien ordonnée, etc. Mais l'Express, la semaine dernière, a, de manière très méthodique et très rigoureuse, pointé toutes les failles de ce discours sur le chemin. On reprend un peu de formation, un peu d'apprentissage, un peu d'aide à l'embauche, etc. Mais un seul exemple. On va faire sortir des catégories A, B et C des chômeurs un certain nombre de ces gens dits en formation, sans savoir ensuite comment ils seront embauchés, comment ce sera financé, etc., etc. Donc pour les faire passer en catégorie D. D comme débrouille, comme démerdez-vous, au choix. Bon, eh bien ça, c'est vraiment un tour de passe-passe. Et je trouve que par rapport, pas faire d'ouvriérisme à 3 sous, mais par rapport à ce qu'est la détresse humaine et sociale d'un homme, d'une femme qui perd son boulot, qui voit sa dignité s'éroder, etc., il y a là, dans ce petit calcul, quelque chose que je trouve, au fond, d'assez consternant. Mais enfin, vous êtes d'accord là, tous les trois. J'ai l'impression. Concernant, n'est pas en phase avec la société, n'est pas en phase avec les Français. On va voir si vous trouvez le livre de Nicolas Sarkozy tout aussi concernant dans quelques minutes. Mais avant cela, les dessins de Laure. Oui, ben, ils partagent un peu ce constat-là. Bon, j'ai pas de dessin de lapin, mais ce dessin de dilemme, donc, chômage, le plan Hollande, donc vous êtes ici dans cette on n'est pas sorti de l'auberge. Cet autre dessin du dessinateur français revenu pour rue 89, où on voit Hollande et puis l'exécutif en lutte contre le chômage dans ses déguisements, enfin dans cet accoutrement de dieu aztèque. On sent que la situation est tellement désespérée qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer. Il faut dire que Hollande, c'est un cas. Jolie sortie. Et puis enfin, ce dessin de Faro, dessinateur français, on parlait de rustine, donc voilà, il est en Monsieur Bricolage. Hollande met en place son plan d'urgence pour l'emploi. On voit qu'il vient de fixer le défibrillateur. En cas d'urgence, briser la glace. Et puis quand on brise la glace, on trouve quoi ? Un petit trèfle à 4 feuilles qui nous dit bonne chance, parce que c'est peut-être pas moi qui vais trouver la solution. Alors lui aussi, il a son plan. Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, publie ce lundi La France pour la vie. Un grand mea culpa. Alors il regrette, on va pas faire toute la liste parce qu'elle est vraiment longue, mais il regrette les vacances sur le yacht de son ami Bolloré. Il regrette le Cassois, pauvre con, au salon de l'agriculture. Il regrette de ne pas être revenu sur les 35 heures. Il regrette de ne pas avoir supprimé l'impôt sur la fortune. Et il regrette. Vincent Hugeux, je sais que vous aimez la littérature. Tout d'abord, le titre, La France pour la vie, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Eh bien, écoutez, d'abord, je remarque qu'il est publié chez Plomb. C'est bien, c'est du lourd. Ça tombe parfaitement. Par ailleurs, les titres auxquels vous avez échappé, parce qu'on dit La France pour la vie, mais ça aurait pu être, je sais pas, La France à la vie et à la mort, Ma vie pour la France, pourquoi pas. Et alors, ce qui est quand même très marquant dans ce mea culpa, c'est quand même un exercice de style, pour le coup, on y revient, assez ébouriffant. Voyez cela, Bolloré, il s'agissait de sauver sa famille.
Ah, je pensais qu'il s'agissait d'habiter la fonction présidentielle. Donc, quand on sauve la famille, on est dans le domaine de l'intime, du sacré, inattaquable. Bon, le couple. Ensuite, vous avez le casse-toi pauvre con, j'ai abaissé la fonction présidentielle. Comment il prétend reconquérir la magistrature suprême après avoir abaissé la fonction présidentielle. Il est peut-être allé un peu loin, là, le curseur de la contrition. Et puis, en plus, tout ça est toujours très ambigu. C'est-à-dire que si on commet des erreurs, et ça coule, on se couvre la tête de cendre, on commet des erreurs parce qu'on a trop de tempérament, parce qu'on a trop de caractère, parce qu'on est mal entouré. Il est sartrien, l'enfer c'est les autres. Ou bien, il y a quelque chose. Ou bien alors, on commet une erreur parce qu'on a fait preuve d'un très grand esprit de compromis. Alors parfois c'est parce qu'on a trop de tempérament, parfois qu'on n'en a pas assez, etc. Donc en réalité, tout ça est complètement factice. Tout ça relève véritablement du tour de passe-passe. On n'en sort pas. Comment croire que Nicolas Sarkozy, dans sa volonté de reconquête, n'est pas animé par les 3 R, la rancœur, le ressentiment et la revanche. Moi, je ne le crois pas. Yvan Rioufol. On ne peut pas reprocher à Nicolas Sarkozy d'avoir tardé à faire un mea culpa et aujourd'hui qu'il fasse ce mea culpa. Donc il faut écouter ce mea culpa qui peut peut-être avoir des aspects ridicules et d'autres moins. Il y a quand même un exercice de sincérité. Il est quand même vous y croyez ? Non, je dis qu'il y a un exercice de sincérité. Laissez-moi terminer ensuite mon raisonnement. Mais justement, il faut qu'il convainque ensuite de son insincérité présumée, parce que bien sûr, tout le monde a pensé, tout le monde a toujours en esprit ces promesses qu'il n'a pas tenues. Et d'ailleurs, il commence son livre avec une autre promesse qu'il ne tient pas, puisqu'il a annoncé il y a un an devant le mouvement Sens commun qu'il allait abroger la loi Taubira, et dans son livre, il nous dit qu'il ne l'abrogera pas. Donc, et il prétend quand même, malgré tout, susciter l'engouement pour la une nouvelle crédibilisation du discours politique. Donc il y a là, on voit bien qu'il reste dans ces ambiguïtés, mais je ne voudrais pas participer à la meute immédiatement en essayant de le faire tomber à nouveau, car c'est quelqu'un qui est habile. Je pense que, d'ailleurs, il suffit de voir l'écho que récolte son livre médiatiquement. Incroyable. Ce n'est pas de la littérature, on est bien d'accord, mais c'est un objet de marketing, c'est un objet de communication, et c'est surtout son dernier espoir s'il veut rebondir. Peut-être le fera-t-il, a priori je ne le pense pas, parce que je pense que de toute façon le livre n'est pas le bon objet pour répondre aujourd'hui aux problèmes politiques, mais dans ce cas-là il faudrait également le signifier à Manuel Valls qui en fait un et à tous les autres. En passant par Juppé et compagnie. Mais je pense qu'il ne faut pas l'enterrer si vite malgré tous les défauts qu'on lui connaît, sur lesquels je ne vais pas revenir, car il a une énergie dans les moments les plus difficiles. D'ailleurs, il a dans son livre que j'ai commencé à lire, cette phrase, il dit qu'il n'est jamais le meilleur que quand la vague est haute, ou un truc de ce genre-là, où dans ce cas-là, il prend toutes ces... Et la vague est effectivement très haute, c'est même un tsunami. Donc on peut imaginer de lui quelques surprises. Maintenant, le fond du problème est de savoir ce qu'il dit, parce qu'il est très bien de dire, ou très ridicule de dire qu'il s'excuse de tout, mais a-t-il un programme? Et moi, c'est là où je mets en doute... On ne voit rien de nouveau, en tout cas. C'est là où je mets en doute la fonction des livres des politiques eux-mêmes, c'est que les politiques ne sont plus des hommes providentiels. Ils n'apportent plus rien, ils n'ont pas de programme en eux-mêmes. C'est pas en se regardant dans la glace qu'ils vont savoir comment ils vont sauver la France. Et les Français l'ont bien compris, et les Français attendent, au contraire, aujourd'hui, des dynamiques, des mesures plus, comment vous dire ça très rapidement, plus collectives, si je puis dire, dans lesquelles la société devrait également participer à cette élaboration de programmes. Parce que pour l'instant, tous ces politiques ont cautionné depuis 30 ans et 40 ans des programmes qui nous ont emmenés où nous étions, où nous sommes là. Donc il y a à tout le moins un mea culpa à faire sur les comportements, ce que fait Sarkozy, mais un mea culpa à faire sur l'idéologie qu'ils ont également appliquée. Et là, j'attends de voir. François Clémenceau. Moi, je ne vais pas me prononcer sur le livre, je ne l'ai pas lu, même si je trouve que la démarche, ça va. Je veux dire, ils ont tous écrit leur livre, il écrit le sien, pourquoi pas. Tout ça est de bonne guerre. On est dans une primaire, donc on comprend bien l'avantage qu'il y a effectivement à se mettre en avant. Mais moi, ce que je n'ai pas compris depuis le départ, c'est pourquoi Sarkozy revient en politique. Pour un homme qui avait dit, au lendemain de sa défaite présidentielle, la politique et moi, c'est terminé. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Mais vous y avez cru? C'est pas le problème. Non, mais il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Hein. Ils sont nombreux quand même, les hommes politiques, qui perdent une présidentielle et qui reviennent. Pas qui perdent une présidentielle, mais qui perdent des élections, ou qui disent je quitte la politique et qu'on voit revenir. Je pense à Lionel Jospin. Il y en a plein comme ça. C'est très français, comme je suis d'accord avec Yvan Rioufol, c'est très français. Justement, c'est peut-être ça ma difficulté. Dans d'autres pays européens, on les voit plus, ils disparaissent. Je trouve qu'il y a quelque chose de très sain à ne pas vouloir revenir, pas seulement parce qu'on aurait échoué, moi je ne suis pas là pour juger, mais juste parce que, voilà,
J'ai essayé, j'ai peut-être réussi ou pas réussi, mais maintenant, place à d'autres, formules. Et là, la question, c'est pas celle de la... Place à qui? Mais franchement, on ne peut pas dire que la droite française non, mais le problème, il y en a largement. La question de Vanessa est très bonne, mais place à qui? C'est là où on voit le fond. Il n'y a pas suffisamment de candidats à droite pour pouvoir succéder. Mais non, le problème, c'est ça, la crise de la politique. François Clémenceau. Vous avez Bruno Le Maire, Bruno Le Maire, qui n'a jamais été président ni Premier ministre. Tous les candidats qui vont se présenter se sont présentés ou quasiment en 2012. Donc là, vous avez un monde qui est figé dans la politique. C'est bien ça le drame aujourd'hui de la démocratie française, c'est qu'elle ne produit plus ni d'intelligence politique, ni de personnalité politique. La réponse à la question de François est assez simple. Pourquoi il y va? Mais parce que quand il se rend à l'Élysée comme aujourd'hui, il se dit mais que cet imposteur fait-il à ma place? Quand il joue des coudes pour être au premier rang de la marche nationale de solidarité du 11 janvier, il se dit c'est un imposteur, je dois retrouver la place qui est la mienne. Le livre comme instrument de l'arsenal du politique. Il y a aujourd'hui quelque chose, là encore, d'assez archaïsant dans ce recours. La religion du livre, dans la culture française, etc., c'est devenu un outil secondaire. Quand De Gaulle, en 54 puis en 56, publie des livres, il est dans une traversée du désert, mais il est De Gaulle. Bon. Et Mitterrand, au fond, a lui aussi, à un moment donné, commis un acte littéraire qui était la propulsion vers une reconnaissance. Mais c'est fini, ça. D'abord, moi, quand un livre comme ça sort, la question que je me pose, c'est toujours, d'abord, qui l'a écrit? Il arrive, paraît-il, que ce soit parfois les auteurs eux-mêmes. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ensuite, qui va l'acheter? Et troisièmement, qui va lire? Et surtout, quand restera-t-il? Moi qui ai toujours aimé la politique intérieure, sans doute par vice, j'ai dans ma bibliothèque des dizaines de bouquins, de confessions, etc., qui ne valent rien, qui jaunissent. Il n'en reste rien. Vous auriez dû les jeter depuis longtemps, parce que tout cela, chez moi, sont partis. C'est juste ce qu'il vous dit. Il faut les mettre à la poubelle. Le mot essentiel de cette histoire-là, pardonnez-moi d'insister là-dessus, c'est renouvellement. Je ne pense pas qu'on puisse renouveler l'offre politique en France avec des gens qui soit ont été au pouvoir, soit qui n'ont pas réussi au pouvoir, ou les deux, et auquel cas, c'est vrai qu'on a besoin de sang neuf, d'énergie nouvelle, d'imagination, de créativité, et effectivement, avec un projet pour le pays. Je crois que les Français en ont ras-le-bol de voir que depuis 40 ans, effectivement, c'est tout le temps les mêmes. On s'aperçoit qu'on est très à la traîne de jeunes démocraties, comme la démocratie espagnole, par exemple, où vous voyez des mouvements qui ont été suscités par l'Internet, c'est-à-dire Ciudadanos et Podemos, qui ont pris leur place au cœur même des vieux établissements politiques. Et j'attendrai, je suis comme vous, j'en ai marre d'aller si vite, j'en ai marre de voir toutes ces têtes politiques qui reviennent et qui se pensent indispensables, alors qu'elles ne le sont pas, qu'elles n'apportent rien. Et j'attends effectivement que cette société civile émerge et puisse bousculer les codes. Mais malheureusement, on prend beaucoup de retard. Alors, sachez que 74% des Français ne souhaitent pas la candidature ni de François Hollande, ni de Nicolas Sarkozy. Mais c'est le poids aussi des appareils politiques. Enfin, on pourra terminer longtemps ce débat. Le poids des appareils aussi politiques qui explique ce manque de renouvellement. Je retiens le plaidoyer d'Yvan Rioufol pour Podemos dans tout ça. Mais enfin, bon, bref, un dessin. Mais il a toujours vanté la société civile, n'est-ce pas, Yvan? Je suis assez stable dans mes analyses. Pablo Iglesias, vous adorez. Oui. Voilà, c'est dit. Hein. Oui. Un dessin de dilemme comme on les aime. Nicolas Sarkozy sort un livre autocritique en combien de volumes? Ça se passe de commentaires. Un dessin du dessinateur français Rousseau qui, je tiens à le dire, l'a fait exprès pour l'émission. On voit cette vieille Marianne, exactement, voilà. Cette vieille Marianne qui ne sait plus quoi faire, on n'en sortira pas, on dirait une vieille épouse qui n'en peut plus de son mari. Cet autre dessin du dessinateur belge Kroll, pour le soir, extraordinaire, tordant, le mea culpa de Sarko. J'ai fait des erreurs, j'aurais pas dû, je regrette, pardon, j'avoue, à refaire, je m'excuse, je reconnais que j'ai compris, j'ai été victime de ma pudeur. Comment ai-je pu? Vous m'en voulez pas, c'est peut-être un peu gros, ça, bon bref. Et puis les deux derrière qui commencent, il a tout compris, il est excellent, on le croirait. Puis comme on parlait de littérature, eh ben, cet autre dessin du dessinateur français Pinter, Sarkozy sort son livre, je voulais l'appeler À la recherche du temps perdu, mais c'est déjà pris. Sarko en Marcel Proust, fallait oser. À la recherche du peuple perdu, c'est surtout ça. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Vous restez avec moi, on accueille tout de suite Myriam Amellal, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce vendredi. Un œil sur les médias, c'est maintenant. Bonsoir Myriam, l'Iran qui fait le buzz, non pas pour la levée officielle des sanctions, mais pour toute autre chose. Alors on sait très bien que la République islamique
il y a eu la levée officielle des sanctions, mais on sait très bien que l'Iran n'a pas trinqué ni sabré une bouteille de champagne pour fêter cette levée des sanctions. Ça, on s'en doutait, vu que l'alcool est illicite en Iran. En revanche, on ne s'attendait pas à cela. L'Iran s'apprête à interdire le mot MOT, vin, VIN, dans tous les ouvrages à paraître, avec une autre série de mots d'ailleurs qui seront interdits, mais surtout ce mot-là. Et bien sûr, ça fait le buzz, surtout que ça intervient à quelques jours de la visite de Hassan Rouhani à Paris. Et on sait très bien la polémique que ça avait créée en novembre dernier parce que les Iraniens refusaient d'avoir du vin à table. L'Élysée a refusé de céder. Finalement, ils ont tranché en décidant que ce serait un petit déjeuner de travail, non pas un déjeuner de travail, pour qu'il n'y ait pas de vin à table. Donc ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Regardez par exemple... Pardon, c'est un outrage au grand poète Hafez et à beaucoup d'écrivains persans. C'est ce que j'allais dire, j'y viens tout de suite. Donc l'Iran veut interdire le mot vin et ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, on en parle dans le Huffington Post. Et bien sûr, les twittos s'interrogent comment vont-ils faire pour interdire ce mot alors que les plus grands, les plus illustres poètes bachiques sont, pardon, je vais passer au tweet, sont iraniens, sont perses. Vous avez Omar Khayyam, Hafez, Rumi, Saadi, tous ces poètes, toutes ces poésies. Et quand on connaît l'Iran, on sait à quel point ces ouvrages sont importants pour les Iraniens qui crient les poèmes de Hafez sur le pont d'Ispahan, encore aujourd'hui. Donc on se demande comment cette loi va être appliquée. Alors on a beaucoup de tweets en ce sens. Les noms des grands poètes iraniens apparaissent sur Twitter énormément. Et vous avez des independents qui se posent une question beaucoup plus pratique. Comment vont-ils faire ? Comment vont-ils faire? Parce que pour publier le décret pour interdire le mot vin, il va bien falloir écrire le mot vin. Donc c'est une question que se pose The Independent. Et voici d'ailleurs un tweet qui est repris par le site du quotidien britannique. Apparently they decided to ban the word wine in print in Iran. Alors, but since they can't use the word wine in decree, it got complicated. Donc c'est compliqué. Voilà. Ils banniront le mot à défaut de pouvoir bannir la chose, parce que je connais beaucoup d'Iraniens qui soit font leur vin eux-mêmes, soit en achètent, et tout le monde le sait. Et à partir du moment où on ne fait pas de provocation, c'est toléré. On vous croit. C'est aberrant que ce régime en soit là. Donc, on parlait tout à l'heure d'une sorte de victoire et presque d'un libéralisme du régime, mais on voit bien qu'il n'en est rien. Enfin bon. Alors, on quitte l'Iran pour l'Arabie Saoudite, le grand rival sunnite, et cette fois, c'est pas un mot qui est interdit. C'est pas mieux, hein. Non, ce sont les échecs. Alors, les échecs, c'est le moufti d'Arabie Saoudite qui a décidé d'interdire les échecs. Il déclare que c'est illicite au même titre que l'alcool. Alors, bien sûr, ça réagit énormément aussi. Vous avez un article du Point qui en parle et vous avez aussi cette photo d'un twitto saoudien qui est reprise d'ailleurs par le quotidien, l'hebdomadaire Le Point, où il publie une photo avec le prince qui récompense des joueurs d'échecs. Donc, on s'interroge pourquoi subitement l'Arabie Saoudite décide d'interdire les échecs. On a peut-être la réponse en images. Regardez, ceci n'est pas une caricature, mais une miniature perse où on voit les échecs, c'est un jeu perse. Alors peut-être que c'est une vengeance du grand ennemi sunnite à l'égard de son ennemi chiite. Et certains twittos le pensent en tout cas en publiant justement ces dessins, ces caricatures. On quitte l'Arabie Saoudite pour le Qatar et là, ce n'est pas les échecs ou le mot vin qui sont interdits ou détestés, mais Blanche-Neige est persona non grata au Qatar. C'est un parent d'élève qui s'est plaint. Il trouve que certaines images qui illustrent le conte sont indécentes. Regardez par exemple, reprise par ce twitto. Donc on voit Blanche-Neige qui embrasse le crâne d'un des 7 nains. Je ne sais pas si le Qatar est au courant, mais Laurent Blanc a souvent embrassé le crâne de Fabien Barthez. Il est quand même coach du PSG. On continue là? On fait encore un autre pays comme ça? On va s'arrêter là. La région, c'est vrai qu'on peut aller en faire plusieurs. Alors, je vous propose de finir par un vers VERS et non pas VE2RE. Un vers de Rumi. Bois toute ta passion et sois le scandale. Ferme tes deux yeux pour voir avec l'autre œil. Ouvre tes mains et si tu veux être porté. Voilà. Merci beaucoup, merci Myriam Amellal. Merci à tous les 4 encore d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée, très bon week-end. Et tout de suite, le journal sur France 24. Merci.